L'axe Burkina-Côte d'Ivoire, vu sous le prisme de l'information et de la communication, le protocole d'accord signé hier, la ministre ivoirienne de la communication prend le pouls du CSC et teste les micros, les caméras et la plume de la RTB et des éditions Sidwaya. Bien se connaître pour bien coopérer est l'objectif de ces visites de terrain. La Sotexmi ou les orpailleurs, c'est à celui qui aura la loi avec lui pour l'exploitation de la mine d'or de Boromo. La société de transport et d'exploitation minière brandit sa licence. Les orpailleurs battent le pavé. Une médiation est en cours pour concilier les positions afin que force reste à la loi. Et puis le CFA fera place à l'éco. La future monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest est attendue d'ici à 2020. Les députés membres du Parlement de la CEDEAO se donnent une semaine pour trouver les mécanismes d'accélération du processus de mise en route de l'éco. Madame, Messieurs, bonsoir. Présentation du nouveau bureau du conseil municipal de Ouagadougou ce matin au Premier ministre avec à sa tête le maire marin Casimir Ilboudo. Il a aussi été question de partager la vision de la nouvelle équipe. À l'issue de l'audience, le maire de la capitale s'est livré au micro de Nyakiteda. Nous avons été élus le 11 mars dernier. La passation des services s'est tenue le lendemain 12 mars. Et il était opportun pour nous de prendre langue avec les plus hautes autorités du Burkina pour pouvoir leur présenter le nouvel exécutif municipal, mais aussi leur donner en tout cas notre vision par rapport à la conduite des affaires locales dans la capitale et surtout recevoir leurs conseils avisés par rapport à la mission qui nous attend. Les grandes orientations sont déjà élaborées. Nous allons les soumettre à l'adoption du Conseil courant avril et à l'issue, vous aurez toute la latitude d'en prendre connaissance. L'heure du bilan de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles a sonné. La restitution a commencé ce jour à Fada avec la première rencontre régionale. À l'Est, comme dans les 12 autres régions, il s'agira d'informer les forces vives sur l'état de la mise en œuvre et de parler aussi perspective des réformes politiques consensuelles. Frédéric Etienne Bassenga. Est-ce que vous savez que la constitution burkinabé a été modifiée? La constitution burkinabé, je n'en sais pas trop. On entend parler. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques points qui ont été modifiés dans la Constitution? Bon, personnellement, ce n'est pas ce qui a été modifié. J'entends parler de ça comme ça, superficiellement. C'est justement ce pourquoi le ministère chargé des relations avec les institutions et les réformes politiques organise cette rencontre. Il faut que toutes les couches sociales du Burkina Faso soient au même degré d'information pour ce qui concerne les réformes politiques. Venus de toutes les provinces de la région, Bertin Somda et ses administrés, réunis dans l'amphi de l'INDEP de Fada, sont là pour s'imprégner de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles adoptées en 2011. À leur tour, ils devront servir de relais et diffuser l'information jusqu'aux populations les plus reculées de la région. Nous avons fait venir des représentants à peu près de toute la région, de toutes les provinces. Nous allons passer par ces représentants-là pour diffuser le message au sein des populations et faire comprendre que notre pays a besoin de paix, de démocratie pour s'en sortir, pour se mettre objectivement sur la voie de l'émergence. Ce n'est pas tout. Des suggestions de leur part sont aussi attendues. Des suggestions qui doivent servir à la mise en œuvre des réformes restantes. Le président du FASO a mis en place un comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de ces réformes-là, qui est au moins à sa 4e réunion pour évaluer un peu le contenu de la mise en œuvre. Cette étape est donc comme une étape, je dirais, finale, pour que les régions qui ont participé au processus de définition, d'appropriation de ces réformes-là consensuelles, puissent avoir l'information sur la mise en œuvre, sur ce qui avait été proposé, qu'est-ce qui a pu être fait, quelles ont été les difficultés qui ont émaillé notre chemin et qu'est-ce qui reste à faire. Ce rendez-vous de Fadangourouma qui constitue l'ouverture officielle des rencontres régionales de restitution de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles va durer 2 jours. Toutes les 13 régions du Burkina Faso sont concernées et ces rencontres sont prévues pour s'achever le 4 avril prochain.
Et puis, notez qu'à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la foire régionale agro-silvopastorale et artisanale du Nord et du Salon de la tomate du Pastoré, placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées sur la place du marché de Yako, province du Pastoré, région du Nord, le vendredi 29 mars 2013 à partir de 8h. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Dans nos portefeuilles, le franc CFA fera place à l'éco, mais encore un peu de patience. La future monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest ne sera réalité que d'ici à 2020. Les députés et membres du Parlement de la CEDEAO veulent donner un coup d'accélérateur au processus. Une semaine, c'est le temps qui va servir à la réflexion et aux discussions pour trouver des mécanismes à même de concrétiser l'éco. Des détails de cette actualité avec Sougrinoma Ibrahim Gigma. S'il n'en tenait qu'à la seule volonté des parlementaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'éco, qui sera la monnaie unique dans l'espace communautaire, aurait pu être une réalité avant la date annoncée de 2020. C'est du moins la conviction de ses membres et ils comptent bien jouer les premiers rôles. Si nous nous convainquons de la nécessité de cette monnaie unique, si nous arrivons, puisque nous sommes les représentants des populations, nous arrivons à emballer les populations dans l'action d'information et de sensibilisation, bon, il ne reste plus rien. Il n'y a qu'à aller tout droit donc à cette monnaie. Réunis ici à Ouagadougou, les parlementaires de la CEDEAO veulent examiner les recommandations issues des dernières réunions statutaires de l'Agence et de l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, et ce n'est pas tout. Nous étions en Sierra Leone en juillet dernier et lors de cette réunion, il a été envisagé de créer un réseau interparlementaire pour justement essayer de pousser, d'aider en parallèle l'exécutif, les différents exécutifs par des parlementaires à accélérer le processus. Ce réseau qui sera mis en place au cours de la présente rencontre aura 7 ans pour faire ses preuves. Les populations, elles, attendent impatiemment d'accueillir à bras ouverts le futur nouveau-né au regard des avantages certains que cette monnaie unique apportera dans l'espace communautaire. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, les échanges d'expériences dans le domaine de la communication s'étendront aussi en matière de régulation des secteurs de l'audiovisuel et de la presse. La ministre ivoirienne de la communication était justement ce matin dans les locaux du Conseil supérieur de la communication, histoire de se faire une idée du travail de régulation du CSC. Reportage Adama Koulibaly. En marge de la signature du protocole d'accord entre les départements en charge de la communication du Burkina et de la Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien de la communication est allé s'imprégner de l'expérience de régulation du Conseil supérieur de la communication CSC du Burkina. Composé de plus de 200 radios, télévisions et titres, la régulation du paysage médiatique burkinabé ne se fait pas sans difficulté, bien qu'elle puisse servir de modèle. Il y a une certaine synergie dans le travail, une efficacité parce que le CSC au Burkina s'occupe effectivement de tous ces différents secteurs d'activité, intervient dans tous ces domaines, c'est-à-dire dans la publicité, intervient pour réguler la presse écrite, la presse publique et privée naturellement, intervient également pour l'audiovisuel, donc la télévision. Or chez nous, comme je l'ai indiqué, c'est simplement la presse dont s'occupe la ACA et la radio et la télé. Or, il serait bon que la ACAS puisse aussi régir donc, le secteur de la presse, tant public que privé, que la ACA puisse régir par exemple le secteur de la publicité. Donc ce sont des exemples qui m'ont séduite. En retour, le Conseil supérieur de la communication s'est dit aussi émerveillé par le fonds de soutien et de développement de la presse et des radios privées en Côte d'Ivoire, gage d'une certaine éthique dans l'exercice de la profession. Hier, ce sont les portes de la RTB2 Centre, de la Radio Nationale, de la Télévision du Burkina et des éditions Sidoya qui se sont ouvertes pour la ministre de la Communication de Côte d'Ivoire. La visite de ces médias d'État s'inscrit dans l'esprit du protocole d'accord signé hier dans la perspective de partenariat et de coopération à développer entre les deux pays dans le domaine de la communication. Kadissa Nougou. C'est par la RTB2 Centre que la visite de la ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire a commencé dans les médias d'État.
Les autres ont visité les studios de production et de présentation de cette nouvelle chaîne. Ensuite, le cap a été mis sur la radio nationale. Au sein de cette structure, la délégation ivoirienne a visité les équipements techniques, le studio de production et la rédaction. La réalisation d'une émission a même été simulée. La deuxième étape de la visite a été la télévision nationale du Burkina, la chaîne au cœur des grands événements. La web diffusion, le nodal, les studios de production et du journal télévisé et les services des programmes ont été présentés à la délégation ivoirienne. Enfin, aux éditions Sidoya, dernière étape de cette tournée, les journalistes de la rédaction et de l'agence d'information du Burkina AIB étaient mobilisés pour accueillir la ministre de la Communication ivoirienne. Dans cet organe de presse écrite, le secrétariat général des rédactions, l'imprimerie et la rédaction ont été visités. À cette étape, le directeur général des éditions Sidoya a expliqué le fonctionnement de sa boîte. Des échanges ont eu lieu avec les journalistes. La visite que j'ai effectuée m'a permis de me rendre compte que, vous savez, que ce soit la RTI et la RTB ou Fraternité Matin, les éditions Sidoya sont plus ou moins au même niveau et que dans le cadre de la coopération que nous souhaitons faire, nous serons unis. Et si nous sommes unis, nous serons plus forts effectivement pour entreprendre toutes les innovations que nous souhaitons faire. Le ministre de la Communication du Burkina m'a expliqué effectivement quels étaient les projets qui devaient être mis en œuvre aussi bien au niveau des éditions Sidoya que de la RTB. Nous avons aussi des projets en ce qui concerne la RTI, donc nous pourrons effectivement les développer ensemble. Cette visite du ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire dans les médias d'État a été bien appréciée aussi bien par le directeur général des éditions Sidoya que par le premier responsable de la communication. Pour bien coopérer, il faut bien se connaître. Et c'est pourquoi la ministre de la Communication de Côte d'Ivoire a accepté, et à l'occasion justement de cette visite de col, et procéder à la visite de nos médias. Je crois qu'elle a pris compte de la réalité de ces médias et elle a pu aussi mesurer l'enjeu de ces partenariats pour pouvoir renforcer les capacités des différentes parties. Et je pense qu'au-delà de cela, nous pouvons mieux asseoir les angles de partenariat à développer. Nous saluons vraiment la présence des deux ministres ce soir ici aux éditions Sidoya. C'est d'abord pour nous une preuve de reconnaissance de ce que les citoyens font au quotidien. C'est également une preuve d'encouragement. À l'occasion, la ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire a reçu un échantillon des différents produits des éditions Sidoya. La visite s'est achevée par une photo de famille avec le personnel de cet organe de presse écrite. Depuis le week-end dernier, une pénurie d'eau sévit à Banfoura, conséquence d'un accident survenu dans les champs de canne à sucre de la SN Sosiko. 2 agents de la société ont trouvé la mort dans cet accident. Les faits avec Oudia Rukia Assanou. Dès l'entrée de la ville de Banfoura, l'on est tout de suite frappé par ces images. Chargés de récipients, les habitants de la cité du Paysan Noir sont à la recherche d'une denrée devenue rare, même très rare depuis quelque temps. Là, on vit vraiment quelque chose de grave au niveau pour l'eau. Et c'est difficile d'avoir de l'eau, on ne sait pas ce qu'on va faire. Franchement, dans ces 2 temps-là, ils ont fermé l'eau partout. Il y a la coupure. Nous-mêmes, on souffre, on sort, on va chercher l'eau à 5-6 km. D'après les on dit, il paraît que c'est l'ONEA. Les tuyaux sont gâtés, ils sont allés pour réparer. Il y a eu embouteillage, il y a eu des morts. Je ne sais pas, on a entendu. Il s'avère que ces rumeurs sont fondées. Tout serait parti d'une panne au niveau des conduites d'eau de la SN Sosiko où des agents ont dû intervenir. Dans l'intervention, on était obligé de faire un sectionnement de la zone concernée par la panne. Et ce sectionnement a été fait et les agents qui devaient travailler dans la zone devraient d'abord procéder à la fouille pour pouvoir enlever la pièce défaillante et redéposer une nouvelle pièce. Et donc on a procédé d'abord à faire un bouchon sur le réseau pour éviter l'arrivée d'eau. C'est ce bouchon-là qui n'a pas tenu. Et au cours de la fouille, donc il y a eu de l'eau qui est venue, qui a malheureusement
causé cette situation que nous déplorons tous. Dès que nous sommes arrivés, on a vu que les ouvriers qui avaient été emportés par les eaux, il y a 5 qui ont été projetés par les eaux, mais il y a 2 qui sont portés disparus. Les 2 qui sont portés disparus, on a fait des recherches dans les environnants pour voir est-ce qu'ils n'ont pas été projetés à l'extérieur. Ces recherches ont été vaines. L'autre thèse pour voir est que c'est possible que ces 2 ouvriers-là ont été entraînés dans les eaux, dans les canalisations, à l'intérieur des tuyauteries. Et cela dure depuis quelques jours déjà. À la question de savoir s'il n'y aurait pas de conséquences sur la qualité de l'eau de consommation, la réponse est négative. Le fait de procéder à l'arrêt de l'eau, c'est tout simplement pour permettre de travailler. Sinon, la zone concernée dont nous parlons n'est pas du tout en lien, c'est pas du tout situé sur le réseau qui conduit l'eau à Banfora. L'eau part à Banfora avant d'arriver dans la zone où il y a eu le problème et sur lequel nous avons été obligés de faire l'intervention. En attendant que la situation se rétablisse, les marigots et les fourrages sont pris d'assaut. On est là ici depuis 5 h du matin. L'eau là on ne gagne pas, on se bouscule, ça va pas. Il n'y a même pas d'entente dans la recherche d'eau. Vraiment, si moi je suis ici, en tout cas, nos acteurs peuvent nous aider avec un peu d'eau en provenance de Bobo, avec les citernes d'eau. Peut-être que ça va en tout cas soulager la population. En quittant Banfora ce matin, c'est une population désemparée et en manque d'informations que nous avons laissée derrière nous. 6 km à pied, c'est la distance moyenne pour accéder à l'eau en Afrique. À Banfora, la question a été à l'ordre du jour de la commémoration de la Journée mondiale de l'eau. La commémoration a servi de tribune pour sensibiliser sur la problématique en vue d'envisager une action commune pour un accès facile à l'or bleu. Karim Sissé. L'accès à l'eau potable n'est toujours pas une réalité dans bien de localités malgré les efforts du gouvernement burkinabé et de leurs partenaires techniques et financiers. Et la province de la Comoé n'échappe pas à cette triste réalité. Ici, dans certains villages, les femmes sont souvent obligées de parcourir des kilomètres à la recherche de cette denrée rare. C'est ce qu'a voulu illustrer le projet Eau dans le bassin de la Haute-Comoé à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'eau dans la cité du paysan noir. Cette marche est une célébration de la Journée mondiale de l'eau, qui est une occasion mondiale de faire en sorte que toute la planète soit sensibilisée sur les questions de l'eau à tous les niveaux, au niveau international, national, communal et local. La problématique de l'eau est transversale et touche tous les domaines de la vie. Le thème de cette année est la coopération dans le domaine de l'eau. Ce thème est évocateur et met en exergue la solidarité, l'union pour agir. Une pièce théâtrale dénommée « Pour le retour de Ouma » a été donnée à voir à la population de Tatana, un quartier périphérique de Banfora. Une pièce qui attire l'attention des populations sur l'importance de l'or bleu et surtout sur la nécessité d'en assurer sa gestion durable. Je trouve que non, la pièce est la bienvenue. Parce que dans la pièce, ce que j'ai compris, c'est du moment où on n'a pas pu mieux maintenir nos coutumes et nos mœurs, ça a engendré d'autres problèmes dans la société. C'est ce qui a mené souvent la sécheresse et le manque d'eau dans le village. Notons qu'à la veille, une nuit de l'assainissement a été organisée à Takaledougou, localité située à quelques encablures de Banfora. Contes, musique et danse traditionnelles ont ponctué cette nuit. Direction les Balais avec cette question qui divise. Qui doit exploiter la mine d'or de Boromo? La Sotexmi brandit sa licence d'exploitation exclusive. Les orpailleurs installés sur le site depuis 3 ans n'entendent pas quitter les lieux comme l'exigent les forces de l'ordre. Le bras de fer s'est durci avec des manifestations de rue. Ce lundi, les autorités locales ont entrepris des démarches pour concilier les positions. C'est Sylvestre. À certains moments, les mots semblaient ne plus suffire pour se faire comprendre à cette première rencontre d'échange après 2 jours de manifestation des orpailleurs à Boromo dans les Balais. Le maire et le directeur provincial de la police tentent tout de même de concilier les orpailleurs et la société minière Sotexmi. Il y a 3 mois de cela, cette société a obtenu le permis exclusif de gérer l'exploitation artisanale de l'or dans les sites d'orpaillage de Boromo.
À l'arrivée de la société, les mineurs, au lieu de s'adresser un peu aux autorités locales, et dès qu'ils ont vu la société débarquer, alors qu'ils étaient informés il y a déjà quelques mois, se sont plutôt déportés en ville pour s'adresser à certains chefs coutumiers. Et de là, ils se sont mis à barrer la route, à brûler des pneus. Bon, pour revendiquer, je ne sais quoi exactement. Dans la nuit du 22 au 23 mars, en effet, le nouveau maître des lieux, accompagné des agents de la compagnie républicaine de sécurité, ont investi les sites et ont fait cesser toute activité. Les orpailleurs entament alors des manifestations. Entre manifestations au Haut-Commissariat, chez le chef coutumier de Boromo, barricades sur la route nationale numéro 1 et affrontements avec les forces de l'ordre, les orpailleurs semblent, eux, avoir une idée précise de leurs revendications. Ils ont reçu leur autorisation le 15 de ce mois. Nous sommes là sur le site il y a plus de 3 ans de cela. C'est que nous avons eu comme bénéfice, on les exige, on ne les demande pas, on les exige. Nous allons s'emparer de notre bien. Et compte tenu de la date qu'ils ont saisi le site, si ça nous plaît d'accepter leurs conditions, on travaille avec eux. En 3 ans, moi j'ai mis 13 millions dedans. 13 millions, là, je n'ai rien aujourd'hui. Même pour nourrir ma femme, là, je n'ai rien. Même s'ils veulent travailler avec nous, on peut travailler avec eux. Mais ce qu'on a eu, le premier là, il ne doit pas toucher à ça. Il doit laisser, nous on va traiter et puis le vendre l'or là. Nous on n'a pas besoin de l'or. C'est l'argent qui nous sommes bien pour nourrir nos familles. L'octroi d'un permis exclusif d'exploitation des sites d'orpaillage à une personne physique ou morale est une exigence de la loi. De l'avis des autorités, la mise en œuvre de cette mesure sur le site de Boromo vise à mettre fin à l'anarchie qui régnait sur les lieux. La Sotexmi dit avoir fait arrêter l'exploitation pour mieux l'organiser. Depuis le 10 décembre 2012, on ne faisait que venir à Boromo. On les sensibilisait, on les disait d'arrêter. On a vu toute l'administration. Personne à Boromo ne peut dire que nous n'est pas venu pour les dire qu'on a les documents, on veut organiser. Ils ont refusé à partir de ce moment, ils ont amené des engins lourds pour créer des grandes galeries que vous allez voir. Et maintenant, nous, on est venu, on a les documents. S'il y a un problème, on va s'adresser à notre patron. Pour éviter tout ça, nous, on est venu pour organiser. On n'est même pas venu pour parler de transport, que des réserves, non. Les minerais qu'ils sont fait sortir sur place depuis, ils vont les traiter, nous allons acheter. Ils vont faire le travail comme la loi les demande et puis nous, on est avec eux. Autre aspect, c'est l'utilisation du cyanure sur les sites d'orpaillage, préoccupation majeure des autorités. La présence du produit est visible à tous les endroits. Une véritable arme biologique, mais tous les acteurs ne l'entendent pas de cette oreille. Le caillou n'a pas l'or comme ça. Mais l'or là, ça y est avec les cailloux là. Il faut que vous traitez avec ce Nil là. Nous, on sait que c'est interdit. Comme tout le monde vole pour faire, c'est pour que nous aussi on vole pour faire. Voilà, le problème c'est comme ça. S'ils veulent prendre la colline pour travailler avec nous, nous sommes d'accord. Mais pour dire que notre sable, on n'a pas le droit à toucher, et lui va demander à le faire, on ne va pas accepter. Nous, on ne peut pas les autoriser à faire les cyanures. C'est pour ça qu'on leur a dit, malgré leurs interventions, ils n'ont qu'à voir les autorités. L'autorité qui va les autoriser à faire les cyanures, à leur donner un document. Nous, on va voir avec cette autorité, s'il y a un problème, on va lui demander. Nous, on n'a pas le pouvoir d'autoriser quelqu'un à faire les cyanures là où on est. Parce que la loi était claire, les documents, nous, on ne peut pas autoriser de faire les cyanures ici. Donc, on ne peut pas autoriser une tierce personne à faire les cyanures. On ne les empêche pas de traiter pour qu'on achète l'or auprès d'eux. Nous allons acheter l'or, ils vont les traiter, on va acheter l'or. Ils peuvent laver même ces 100 fois, nous allons acheter. Mais transporter les minéraux pour aller faire les cyanures, ça, c'est pas possible. Cette rencontre entre acteurs et autorités a le mérite d'apaiser les esprits. Dans ce dialogue, on semble se comprendre. Dans la réalité, personne ne les chasse sur les sites, mais en matière d'orpaillage au Burkina, il y a une réglementation en vigueur. Malheureusement, il se trouve que les consignes que nous donnons, d'autres donnent d'autres consignes et ça ne favorise pas beaucoup notre travail. Mais ce soir, quand même, vous voyez que le dialogue semble revenu. Plusieurs rencontres de conciliation sont prévues les jours à venir. Elles devraient voir la participation de toutes les sensibilités de la localité afin de trouver des solutions définitives au problème d'exploitation des minerais jaunes à Boromo. Un exemple de collaboration qui satisfait toutes les parties. Les producteurs du Québec et ceux de la boucle du Mouhoun peuvent être fiers de l'union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles. L'UGCPA totalise 20 ans d'existence, 2 décennies d'aide aux producteurs de la boucle du Mouhoun à commercialiser en commun les excédents céréaliers des membres. L'anniversaire commémoré ce week-end a vu le lancement de nouveaux projets à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Ernest Kambiri.
Dao Kamara peut arpenter avec fierté les allées du site des entrepôts de l'Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la Boucle du Moun, UGCPA. Depuis le 21 mars dernier, ce producteur membre fondateur et premier président de l'UGCPA célèbre avec ses camarades les 20 ans de leur organisation bâtie autour de la commercialisation en commun des excédents céréaliers des producteurs membres. 20 ans, pour moi, en tout cas, c'est une grande joie pour moi. Quand quelqu'un a 20 ans, ça veut dire que tu n'es plus enfant, tu es devenu adulte. En tout cas, il y a des choses il faut te prendre en charge toi-même. Voulu comme un moment fort pour apprécier le chemin parcouru, les 20 ans sont célébrés par les producteurs pour les producteurs membres de la Boucle du Moun autour de leurs principaux partenaires à travers des journées promotionnelles, des ateliers thématiques, des signatures de conventions et une visite guidée du site des entrepôts de l'Union. Je suis d'abord impressionné par l'infrastructure qui a été construite sur le site. Il me semble que les stocks sont très bien entreposés, en très bonnes conditions, protégés des éléments, etc. J'étais impressionné de voir la quantité de maïs qui est stocké actuellement. L'UGCPA, du haut de ses 20 ans, est aujourd'hui une école. Un modèle de coopération de paysan à paysan en matière de mise en marché collectif des excédents céréaliers, de conseil à l'exploitation familiale et d'approvisionnement en engrais des producteurs membres. Cette structure est un exemple de réussite en matière de commercialisation groupée des céréales et puis également, comme vous l'avez constaté, du bissap. C'est une expérience très intéressante. Nous ne pouvions qu'être présents pour apporter notre soutien, pour les féliciter. Principal partenaire financier de l'UGCPA depuis sa création, le gouvernement canadien, à travers l'Agence canadienne de développement international, était de la fête avec une délégation conduite par l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso et le secrétaire général de l'Union des producteurs agricoles développement international du Québec pour lancer un nouveau projet dénommé Projet Résilience climatique dans la Boucle du Moun. D'un montant de plus de 2 milliards de francs CFA, le projet va toucher 1200 bénéficiaires, dont 700 femmes et 500 jeunes, avec pour principal objectif permettre aux producteurs de s'adapter au changement climatique dans leurs différentes modes de production agricole qui tiennent compte des pratiques agro-environnementales. Vaincre par les images, l'exercice semble avoir produit l'effet escompté dans les champs de tournesol. L'INERA a permis aux participants de l'atelier sur la mise en place de plateformes d'innovation multi-acteurs de toucher du doigt les variétés de tournesol en expérimentation dans la vallée du Cou. Karim Sissi. Du tournesol à ciel ouvert, nous sommes à la vallée du Cou, plus précisément sur les parcelles de production et de démonstration de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA. Ici, 8 variétés de tournesol sont en expérimentation sur une superficie de 1000 m². 2 hectares ont été emblavés en semences de base. À travers cette visite, les responsables de l'INERA veulent prouver aux participants de l'atelier sur les plateformes d'innovation multi-acteurs qu'ils sont engagés aux côtés du gouvernement dans la promotion de cette spéculation. Produire le tournesol suppose qu'on a les semences de tournesol. Et pour avoir les semences de tournesol, il faut qu'il y ait la pré-base, il faut qu'il y ait la base de tournesol, éléments qui sont de la responsabilité de l'INERA. Et nous sommes venus montrer effectivement donc à la plateforme naissante ce que l'INERA est en train de faire. Et nous leur avons montré 2 hectares de tournesol qui sont en cours de production à différents stades, qui va nous permettre d'obtenir 1000 à 2000 kilos de semences qui vont être données aux producteurs de semences certifiées de tournesol. Ces derniers vont produire donc en 2013 et obtenir de quoi s'aimer près de 50 à 100 000 hectares de tournesol au Burkina en 2014. Les producteurs et transformateurs du tournesol ont pu, au cours de cette sortie de terrain, constater de visu le travail abattu par l'INERA pour la valorisation de cette filière au Burkina Faso. De quoi les encourager. C'est un grand soulagement parce que moi, mon grand souhait, c'était de voir un jour dans tout le Burkina qu'on mette en place le projet, la filière tournesol. Et je suis très content aujourd'hui de voir que les autorités vraiment s'intéressent à cette filière. Cette visite nous permet d'avoir confiance en l'avenir parce que les acteurs qui ont visité cette expérimentation ici
repartent vraiment satisfaits et surtout rassurés par rapport surtout à la production même des semences de base. Et là, l'INERA vient de nous démontrer qu'elle a les ressources nécessaires pour la production, à condition qu'on puisse effectivement les accompagner. L'INERA a une longue expérience dans le domaine de la production du tournesol. Et selon Jacob Sanou, directeur régional de l'INERA Ouest, sa structure travaille sur le tournesol depuis 1951. Une expérience qu'il compte mettre au profit des producteurs. Voici une technique à promouvoir par les acteurs du monde agricole et de l'environnement, celle dite de régénération naturelle assistée. La technique consiste à protéger et à stimuler le développement des espèces végétales qui poussent naturellement dans les champs. On y note beaucoup d'avantages: restauration du couvert végétal, sol plus fertile, amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. Le Burkina compte faire sienne cette technique. Jacques Lamissa Tarpaga. La régénération naturelle assistée RNA comme solution pour la restauration des ressources naturelles et la sécurité alimentaire au Burkina Faso, les participants à cette rencontre y croient fermement. Protéger les espèces qui poussent naturellement dans les champs afin de stimuler leur développement en les associant à la production agricole. La technique est simple, demande peu d'investissement et les preuves de son efficacité sont établies. Restauration du couvert végétal, sol plus fertile, augmentation de la productivité agricole, les effets de la RNA sont multiples. Notre environnement, c'est notre patrimoine commun. C'est le patrimoine sur lequel doivent se fonder toutes les stratégies de développement. S'il n'y a pas d'agriculture sans environnement, il n'y a pas d'élevage sans environnement, il n'y a pas de carrière de mines sans environnement, il n'y a pas d'éducation sans environnement, il n'y a pas de commerce médical sans environnement. Donc toute action sur l'environnement doit nous amener à nous poser une question, une seule. Quel est mon impact sur cet environnement-là? Nous attendons au finish de cet atelier des fortes recommandations qui puissent à la longue nous permettre au Burkina d'avoir une stratégie nationale d'agroforesterie qui puisse faciliter les producteurs à pouvoir s'engager, à s'approprier, n'est-ce pas, de ces différentes technologies. Comment généraliser la pratique de la régénération naturelle assistée et de l'agroforesterie au Burkina Faso? C'est la principale question à laquelle cette rencontre devrait apporter des réponses. Pour cela, il faudra lever les entraves liées entre autres à l'insécurité foncière. Autour de la table, des acteurs du monde agricole et de l'environnement, mais aussi des paysans modèles. Cela contribuerait notamment à apporter un plus en matière de productivité agricole et surtout à valoriser tout ce qui est technique d'agroforesterie. Notamment, il y a la régénération naturelle assistée, mais c'est vraiment contribuer notamment en termes de technologies développées, et pas la recherche, mais surtout issus des savoirs locaux, comment valoriser au mieux l'ensemble de cette technologie. À travers cet atelier, le réseau MARP et ses partenaires se fixent pour objectif de poser un jalon de plus vers la renaissance et la promotion de la RNA et de l'agroforesterie sur l'ensemble du territoire national. Le ministère en charge de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi fait son autopsie depuis hier à Zignaré. Les directeurs régionaux et provinciaux du département sont invités à lever le voile sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur mission. Les échanges avec leur ministre de tutelle visent à trouver des solutions aux préoccupations pour la bonne marche du département. Claudine Bikaba. Une rencontre d'information, d'échange et de concertation à l'initiative du ministre de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi avec les directeurs régionaux et provinciaux du ministère. Cette rencontre vise non seulement à instaurer un cadre de dialogue fructueux entre ces différents acteurs du département, mais aussi permettre à ceux-ci d'aborder les vrais problèmes qui freinent ou qui pourrait empêcher d'atteindre l'objectif premier de ce ministère. C'est la continuité de ce que j'avais démarré quand je suis arrivé à la tête du département, c'est-à-dire une concertation tous azimuts avec les principaux responsables, les différents directeurs, pour un peu prendre la température de la maison. Ensuite, nous avons eu des urgences qui nous ont occupés au niveau central et on a donc eu l'idée qu'on pouvait réunir en tout cas l'ensemble des directeurs
hors de Ouagadougou pour échanger à bâton rompu sur les priorités, les préoccupations majeures de ce département-là qui a la charge de veiller sur ce qui touche à la jeunesse, à la formation professionnelle et à l'emploi. Il sera aussi question d'évoquer les grands chantiers en cours afin de mieux les réussir. Les grands chantiers en cours, c'est d'abord mettre en place le Conseil national de la jeunesse. Vous savez que le récépissé a expiré. Ça, c'est un gros chantier qu'il faudra qu'on puisse gérer avec doigté. Vous avez aussi le Forum national des jeunes à venir. On est en train justement de faire le dernier réglage. C'est prévu se tenir à Gawa et la date probable c'est en décembre. Et il y a aussi bien sûr toutes les actions prioritaires en matière de création et de rénovation de centres de formation professionnelle. Il est donc attendu de ces participants du sérieux et de la perspicacité dans la réflexion pour apporter des propositions concrètes aux difficultés et contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des activités. Et c'est dans ce but que 6 groupes ont été mis en place pour réfléchir ensemble et dont les rapports seront partagés à cette rencontre pour une vision d'ensemble des solutions en vue d'une synergie d'action pour parvenir aux résultats escomptés. Anissé Bazier est le nouveau maire de Réau. Le bourgmestre a été officiellement installé dans ses fonctions. En recevant son écharpe, celui qui a en charge la gestion de Réau pendant les 5 prochaines années entend travailler à booster le développement de sa commune à travers la valorisation de son riche potentiel agricole. Abdelaziz Yagibou. Voici l'homme avec lequel la population de Réau s'est engagée à poursuivre désormais la marche sur le chemin du développement. À l'image de cette écharpe convenablement serrée autour de sa taille, Anissé Bazier promet de prime abord travailler à resserrer les liens entre les fils et filles de la collectivité territoriale dont il a la charge. Une condition sine qua non selon lui pour relever le défi de la réalisation des grands chantiers de développement. Des chantiers qui se résument essentiellement à la résolution des questions d'eau, d'assainissement, d'éducation et d'emploi. Réau est une commune qui a beaucoup de potentialités, que ce soit au plan agricole et souterrain, et même, surtout sa première richesse, c'est ces hommes. Ces hommes-là, ces potentialités-là, il faut qu'on arrive à les capitaliser pour que notre développement puisse aller de l'avant. Et le nouveau maire de Réau de rendre un hommage mérité à son prédécesseur Mathieu Bayala, sur qui il dit compter pour ses conseils. Ce sont des exemples comme ça dont on a besoin au Burkina. Il y a un qui termine son mandat, qui s'en va avec le sentiment du devoir accompli et il est prêt à accompagner le maire entrant. Je pense que, vu sous cet angle, la commune de Réau est bien partie pour son développement. Aux associations, organisations de la société civile et autres acteurs de développement de Réau, le maire Anissé Bazier lance un appel pour une mobilisation autour de l'intérêt commun, à savoir bâtir un Réau de paix où il fait bon vivre. Un week-end de commémoration pour les 12 ans de règne de Balkui à Naba. Après la phase traditionnelle, la partie était réservée ce dimanche à la commémoration officielle. Des politiques, des proches et le grand public sont allés souhaiter un joyeux anniversaire au Naba Sonré de Balkui qui, pour l'occasion, a fait libérer les récoltes. Abdul Rasmani Zongo. Résidence coutumière de Balkui Naba à la périphérie sud de Ouagadougou. La déventure et l'enceinte du palais royal grouille progressivement du monde. Ce chef coutumier, ce gardien de la tradition, célèbre ses 12 ans de règne. C'est le Baska ou fête des récoltes. La veille, loin des paparazites et autres caméras selon la pure tradition dans les secrets de Dieu, a été officié le cérémonial coutumier. L'officiel prend le relais ce dimanche avec la présence d'amis et convives de marque, de connaisseurs et autres néophytes de la tradition. Entre bras chargés de présents, paroles convenables et empoignades, et sous le regard du pan, cet oiseau, les invités à titre individuel et collectif rendent respectueusement hommage à l'heureux hôte du jour. C'est une fête pour saluer la mémoire de nos ancêtres, demander leur bénédiction pour moi et pour tout le village et pour tout le peuple burkinabé. En fait, c'est les cultures de l'année. On fait le dolo de cette récolte-là pour donner aux ancêtres avant de consommer. Tant qu'on ne fait pas cette fête-là, on ne peut pas consommer les récoltes de l'année. Donc c'est ça, on dit Nabasra. Basra, ça veut dire libérer les récoltes.
Donc c'est le sens de cette fête Basra. Le Baska ou fête des récoltes s'inscrit dans la lignée des ascendants aux descendants en tant qu'un des pans de l'héritage pour préserver et perpétuer les atouts de la tradition. Provocation ou leurre, la Corée du Nord menace d'aller en guerre contre les États-Unis, une menace en raison du vol de son territoire par des bombardiers américains. Mais la menace est loin d'inquiéter le pays de Barack Obama.